Bonjour, bienvenue au Soir Santé. À l'occasion de la célébration le 2 avril prochain de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, nous avons décidé de faire le point aujourd'hui sur cette maladie de troubles de développement. Une problématique inquiétante non seulement de par le nombre d'autistes qui augmente, mais surtout du manque de moyens de diagnostic et de prise en charge. Les parents d'enfants autistes sont malmenés et désemparés. Ils galèrent pour scolariser leurs enfants ou trouver un centre d'accompagnement. Où en est le plan national autisme lancé en grande pompe depuis 2016? Comment accompagner ces enfants et qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui comme avancée pour améliorer le quotidien de ces enfants et leur assurer une autonomie? Pour faire le point, nous avons le plaisir de recevoir avec nous le professeur Medjid Tabti, chef de service de pédopsychiatrie à l'EHS Chiraga. Il est également président du Comité national santé mentale de l'enfant et de l'adolescent auprès de l'organe national de la protection de l'enfance. Professeur Tabti, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Professeur, vous dites qu'une naissance sur 65 est née avec des troubles d'autisme. C'est énorme, non? C'est alarmant? Oui, effectivement, donc les statistiques européennes qu'on avait recueillies il y a quelques années auprès du Congrès national européen qui dit que tous les experts sont unanimes qu'il y a une forte augmentation de cas d'autisme, de TSA, au point où on est arrivé à une naissance sur 65 effectivement. Donc, ce qui fait peur, c'est que c'est un peu cette augmentation, cette prévalence exponentielle qui est en train d'augmenter de façon fulgurante. Oui. Et il y a quelques années, si je parle chez nous en Algérie, il y a quelques années, une dizaine, quinzaine d'années, on ne connaissait pas vraiment ce trouble ou cet handicap. Tout à fait. Et aujourd'hui, on en parle, on en Très parle dans les répandu, médias, oui. très répandu, on parle à l'école, on parle dans la société. Et à juste titre, ça crée un peu maintenant vraiment une peur au sein des familles, ou bien des femmes qui sont en fertilité pour avoir des enfants, la peur d'avoir un enfant autiste. Oui. Pour dire que c'est inquiétant, ça devient un véritable problème de santé publique. Donc il faut prendre un peu les choses très au sérieux et essayer d'établir quelque chose qui ressemble à un plan national pour un peu codifier, structurer et avoir une politique pour agir. Justement, professeur, en 2016, on en a annoncé ça en grande pompe. Il y a eu une grande mobilisation pour dire, voilà, le plan autisme va voir le jour pour améliorer la vie de ces Oui, enfants. oui, On effectivement, en est où? c'était le 2 avril 2016, lors de la célébration de la Journée mondiale de l'autisme. Il y a eu effectivement une ébauche, l'esquisse Oui. d'un projet de plan autisme Qui soulagerait les parents, surtout. Oui, il y a que le plan autisme qui peut apporter des solutions à l'enfant et à la famille et à la société. Donc, il y a eu donc la naissance de ce plan, un projet, avec la collaboration de 7 ministères. Ouais. Parce que le plan autisme doit fédérer tout le monde. C'est un projet pluridisciplinaire et qui doit mettre en œuvre une véritable politique de santé mentale inhérente à l'autisme. C'est pas quelque chose de facile, ça il faut le reconnaître, parce que la prise en charge, donc ça part d'abord du repérage des enfants autistes, du diagnostic, de la prise en charge. Et comme chez nous, comme je l'ai dit au début, ça reste méconnu. Donc c'est un trouble, c'est un handicap, Ouais. c'est une maladie. Même dans la définition elle-même, il y a un problème, dans le sens où on n'arrive pas à le définir. Ben oui, mais ça reste quand même un trouble, un handicap. Et on peut parler entre guillemets d'une maladie, parce que ce qu'il faut savoir, dans le trouble du spectre autistique, il y a beaucoup de comorbidités, d'associations avec d'autres maladies sensorielles, maladies neurologiques surtout. Oui. Donc, quand ça devient lourd, handicapant, on peut parler entre guillemets d'une maladie. Mais ça reste un trouble. C'est un trouble du neurodéveloppement, qui veut dire que on est avec, on ne le devient pas.
Donc les idées reçues, les écrans et tout, ça n'a rien à voir. Non, l'histoire des écrans, ça parle parce que c'est un phénomène de société aussi, hein. Donc aujourd'hui, on assiste à une Donc surexposition au niveau on ne des devient écrans. pas autiste, on est autiste. On est autiste, on ne le devient pas. C'est un trouble du neurodéveloppement. Bah, Qu'est-ce après, qui est responsable de c'est génétique, hein. Il y a une prépondérance génétique qui dépasse les 80%. Donc après, certainement, vous allez me poser la question d'où ça vient. Oui, La cause, elle est principalement génétique. Après, bien sûr, vous savez, on dit toujours que la génétique propose et l'environnement dispose. Donc du coup, tous les environnements au pluriel qu'on est en train de vivre, toute cette pollution, un peu ce qu'on prend dans les assiettes, un peu les métaux lourds, un peu toute cette atmosphère toxique qui nous entoure, sont responsables. fait que donc à un certain moment, il y a l'environnement percute sur la génétique et D'accord. ça donne naissance à des enfants Actuellement, le autistes. diagnostic est facile à poser pour les professionnels de la Oui, santé. dans l'absolu, oui, parce que ça reste quand même un diagnostic clinique. Donc, Qu'on peut même identifier pendant la grossesse, non? ah non, Non? non, c'est après la naissance. D'accord. Je C'est-à-dire, pensais c'est qu'avec les bilans aussi qu'on fait, c'est non, pour... non, non. C'est C'est la ce qui, trisomie. voilà, ce qui est différent encore de la trisomie. Donc, c'est après la naissance. Donc, À c'est partir vraiment. de quel mois, quel Vous âge? savez, c'est une bonne question parce que ce qui est important dans l'autisme, c'est de diagnostiquer précocement. Parce que On peut plus changer les choses pour peut le... changer les choses. Mais si vous diagnostiquez un peu tard, ça complique. On va y revenir. Mais pour répondre à votre question, c'est que le diagnostic médical qu'on fait, il doit être fait au maximum entre 24 et 30 mois. Mais puisque on est dans la prévention, donc il faut diagnostiquer précocement, on peut diagnostiquer avant 6 mois, même parfois D'accord. bien avant. Mais pour ça, ça nécessite quand même être rodé, être formé. C'est pour ça que le projet du plan autisme donne une importance capitale à la formation de Du tous personnel. ceux qui accueillent l'enfant déjà à sa naissance. À partir du Je- pédiatre. Bien avant, la Oh. puéricultrice, la Oui. sage-femme. Ah Déjà oui. bien avant, ben oui. On peut identifier les premiers On signes. peut identifier les premiers signes. Néanmoins, on est sur une plateforme d'alerte. Oui. Dire que cet enfant risque. Et Pourrait... voilà. Après, cet enfant, il est repéré, c'est très important, mais on donne toutes les chances à l'enfant. Parce que parmi les signes précurseurs, les signes que développe un enfant et un autisme, c'est de l'ordre de l'interaction, de la Oui. communication. Donc c'est le parent est le premier peut-être qui Oui, pourrait faire. mais l'enfant, quand il naît, c'est vers l'âge de 2 ans qu'il Ah oui, commence à interagir. interagir avec l'environnement. Soit l'environnement immédiat qui est la famille, soit l'environnement après, c'est la société. Donc, c'est des troubles de la communication verbale et non verbale, et surtout un problème d'interaction. Premier signe qui peut C'est des alerter. premiers signes. Il y a d'autres signes aussi précoces qui peuvent alerter que cet enfant risque d'être un enfant autiste, un enfant qui pointe pas, un enfant quand on l'appelle avec son prénom, il ne répond Non, pas, réagit par pas. exemple, un enfant qui vous donne pas la main, un enfant qui vous savez, culturellement parlant, surtout chez nous en Algérie, on a cette fastidieuse réflexion quand un enfant dort beaucoup. Oui, Et يقول لك دمه ثقيل. oui, Et quand il est un enfant qui actif. répond pas, quand vous allumez la lumière de la chambre, il sursaute pas, ça donne à réfléchir, par exemple. يقول لك D'accord. دمه خفيف. Oui. Et Or, c'est pas le cas. c'est pas le cas, on assimile ça à son cousin, à sa maman, qui ont vécu Tout à comme fait. ça et tout. Oui. Donc vous voyez, culturellement, on est fortement imprégné. Mais le problème aussi auquel je veux en venir, c'est que ces enfants, malheureusement, n'atterrissent pas tous dans un milieu protégé hospitalier. Ils Oui. sont tous pratiquement pris dans des milieux, j'allais dire, entre guillemets, dangereux. C'est de l'ordre de la ruqya, c'est de l'ordre Ah de... oui. Oui, enfin, la ruqya, Malheureusement, oui. hein, On pense la plus que... difficile, hein, celle où
on frappe l'enfant, il est hanté par un djinn, voilà, donc Vous tout ça. recevez des cas comme ça dans votre service? Oui, oui, il y a pas, oui, on reçoit plein. Donc vous voyez, nous, on est en train d'agir, avant de prendre en charge ces enfants, on est en train d'agir sur les mentalités. Vous avez un Oui, enfant que je dirais, il est différent, juste différent, qui a du mal à parler, qui a du mal à communiquer, qui a un développement psychomoteur un peu retardé, qui n'a pas marché à temps. Vous voyez, tout ça, euh, c'est, c'est-à-dire que il faut repérer et puis le ramener chez le médecin. oui. Et puis, il n'y a pas un autiste qui ressemble à l'autre. Il y a autant d'autisme que d'autistes. Vous voyez? D'accord, oui. Et le Donc la diagnostic, prise en charge est différente de... bah oui, c'est des charges maintenant spécifiques pour chaque individualisé. Et le diagnostic, on parle du trouble du spectre autistique parce que c'est un faisceau de signes cliniques. Et c'est pas uniquement sur un signe clinique qu'on va dire que cet enfant est autiste. Non. D'accord, Vous oui. voyez, donc, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il y a le repérage, et il y a le diagnostic. Après, le diagnostic aussi, il est clinique, mais il est basé sur des bilans orthophoniques, des bilans psychomotes, des bilans somatiques. Et puis, il y a des examens sur des standards internationaux qu'on fait pour faire le diagnostic. On fait, par exemple, de l'ADI avec les parents, on fait de la DOS. Donc, il y a tout un arsenal qui permet de poser un diagnostic. Parce que, si vous permettez, on va parler de l'annonce du diagnostic. C'est lourd. Justement, quand vous annoncez ça aux parents, il y a pas, il y a un C'est très lourd. délai. L'autisme fait divorcer les couples, les familles, Ah, fait exploser les familles. Parce que quand vous avez un TSA, un trouble du spectre autistique, avec surtout s'il y a, comme je le disais au début, il y a des comorbidités, il peut y avoir des épilepsies, il peut y avoir une oui, déficience intellectuelle, il peut y avoir des troubles sensoriels, il peut y avoir beaucoup de choses peuvent accompagner. Donc ça devient très très lourd. Et quand vous avez un enfant ayant un handicap, ça nécessite au sein du couple, au sein de la fratrie aussi, toute une restructuration. oui. Donc c'est tout un autre projet pour le prendre en charge. Et puis, comme je l'ai dit, ça fait exploser la famille et ça ne fait que retarder la prise en charge de cet enfant. C'est pour ça l'autisme reste encore méconnu au sein de la famille algérienne. Oui. Et c'est pour ça que nous, on apporte, vous, les médias aussi, apporter une pierre à l'édifice pour vulgariser, pour dire que, Sensibiliser. sensibiliser, dire que ces enfants sont juste différents des autres. Il faut leur donner leur chance le plus précocement possible. Justement, professeur, quand le diagnostic est fait précocement, l'enfant, il peut être, on l'intègre facilement dans la société. C'est l'évaluation. Il faut faire une évaluation objective de l'enfant autiste. Bon, si on peut dire, il y a des enfants autistes avec un trouble Léger. très léger. Il y a ceux qui sont moyens, il y a ceux qui sont lourds. Ça dépend de la lourdeur du spectre. Et puis ça dépend aussi des comorbidités. Vous avez un retard intellectuel, ça devient lourd quand même. Oui. Une déficience intellectuelle qui est chiffrée et évaluée. Quand vous avez des épilepsies en parallèle, vous avez des troubles neurologiques, quand vous avez des enfants autistes qui naissent non-voyants, quand vous avez des problèmes de sensorialité et de l'audition, ça devient lourd. Mais globalement, si l'enfant est pris en charge à temps, avec des moyens adéquats, on a de très bons Mais c'est ça le résultats. drame, professeur. Beaucoup de parents ne savent pas où aller, les centres ne sont pas identifiés. La première des Il y a choses, un c'est le manque. diagnostic. Il y a un manque, effectivement, et c'est pour ça que j'attends beaucoup du plan autisme, hein, qui est en... Qu'est-ce qui le bloque, ce plan? Ce plan doit apporter des solutions. Ce qui se fait ailleurs, c'est le Centre national de ressources en autisme qui doit donner des réponses. Mais pourquoi il est bloqué chez nous depuis tant d'années? Bloqué, non, mais il n'est pas bloqué, il est en voie. Il est en Depuis voie, 10 ans? oui, il est en voie d'être élaboré. Et même ailleurs, hein, cette histoire d'autisme, ça a pris quand même du temps. Surtout pour le premier plan autisme, c'est le plus important, c'est la grosse Oui. pierre. Après, il y a toujours des améliorations, des réévaluations. Ailleurs, ils sont au deuxième, troisième, quatrième plan. Mais nous, au ministère de la Santé,
même des autres ministères, ils sont en phase d'élaboration, espérons le plus tôt possible. Peut-être qu'il sera annoncé à l'occasion de la journée Ben, ce mondiale, sera la plus espérons. belle nouvelle Oui, ça pour nous, soulagera pour les les parents en familles, tout cas. beaucoup, énormément. Croyez-moi, énormément, parce qu'il y a le volet aussi formation qui est très important. C'est un des axes. Justement, C'est des axes. ils sont formés, nos médecins actuellement. Vous savez, ils sont formés, pas tout à fait, mais on a tous appris dans le tas. Oui, Parce que c'est quand même un trouble qui nous est venu comme ça rapidement, on ne connaissait pas. Bon, on a fait des formations, on a essayé de faire des expertises aussi, ce qui se fait ailleurs, même des gens de l'étranger qui sont venus. Bah, et maintenant, comment ça se passe dans votre service à Chiraga? pour mon service, je peux dire que ça va parce que on a eu la chance de prendre peut-être les choses déjà à partir de 2016. D'accord. Ça, c'est une réalité. On a compris que il fallait agir vite et que on a agi à former déjà des médecins et tous les auxiliaires parce que ça nécessite quand même une grande équipe. Vous avez les médecins, les orthophonistes, les psychologues cliniciennes, des éducatrices, beaucoup de monde qui intervient autour de l'enfant. Et on intervient Oui, aussi. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les parents. Les parents qui sont des co-thérapeutes. C'est oui. vraiment, c'est des médecins avec nous, hein. Vous les formez aussi avec On vous. les forme, on fait de la guidance parentale et j'attire l'attention de dire qu'il y a des parents extraordinaires qui travaillent matin et soir. C'est pas facile, Ils un sont enfant. impliqués, oui. Ben oui, vous avez un enfant autiste, il nécessite quelque chose comme 44 heures de stimulation. Oui. Donc on a beau avoir un personnel qualifié au sein du service ou ailleurs, il faut que les La parents famille, prennent le oui. relais. Donc c'est un travail et je salue surtout les mamans, les mères qui sont très Beaucoup plus souvent plus impliqués. présentes que les hommes. Après, réponse à votre question par rapport à notre service, on a profité un peu de l'expertise qui se fait ailleurs, surtout en France, où nous avons quand même été, je dirais, formés pour... et de ça, on a créé la première unité diagnostique d'évaluation de l'autisme. D'accord. Et on a créé aussi parce que, vous savez, quand vous avez un enfant autiste, il faut penser, il va grandir. Oui, Il sera un adolescent, il sera un adulte. C'est ce qu'on appelle des orphelins tardifs. Et ça, c'est la hantise des parents de ne pas être dans ce monde et de laisser un enfant tout à qui a un fait. handicap, ça Qui c'est n'est pas vraiment, autonome. qui n'est pas autonome. Donc notre lutte, c'est de donner l'autonomie à ces enfants. Et on a créé donc deux unités qui est importante, c'est le diagnostic. Parce que Oui. vous savez, annoncer le diagnostic, qui est très important pour les familles, et je dirais que c'est pas une annonce qui se fait entre deux portes. Hein, et puis c'est pas n'importe qui va dire. Malheureusement, on est en train de voir des diagnostics erronés. Euh, je vous adresse, avec tout le respect que je dois au corps des psychologues, des orthophonistes, ce sont de vrais partenaires. Oui. Mais le Il y a diagnostic, des il reste diagnostics il est faux. médical. Il est strictement médical. Donc ça nécessite une exploration parfaite. Parfois, on reçoit une ordonnance pour autisme et c'est un diagnostic comme ça À qui tort et à fait. travers. Voilà, donc c'est dangereux ça parce que nous, on donne la chance à l'enfant. Pour annoncer un diagnostic, il faut être sûr. Oui. Il faut des bilans, il faut être vraiment calé. Et comme j'aime bien le dire, moi, je qui va annoncer le Il ne diagnostic. faut pas se précipiter, c'est Il faut ça. pas, donc il faut, et ça, ces solutions vont venir doucement, doucement. Il faut former tout le personnel dans des structures de santé qui s'occupent de l'enfant avec troubles du spectre autistique. C'est dans chaque hôpital, non. Tous les services Oui, de ça. pédopsychiatrie, hein. Après, maintenant, il y a beaucoup de pédopsychiatres dans des Des bureaux. structures de santé, les libéraux aussi. Les choses quand même maintenant avancent, hein. Par rapport il y a une dizaine d'années, je parle de 2016, Oui. les choses sont nettement mieux, hein. Vous arrivez dans votre service à faire face à la demande? Non, c'est difficile parce C'est que beaucoup. je dirais pas que notre service de Chiraga, c'est un service un peu référent. Oui. Donc il est convoité par toute J'imagine. voilà, de l'Algérie. Et on aurait aimé notre ambition, qui n'est pas personnelle, mais c'est une ambition politique, c'est une ambition de stratégie nationale. On ambitionne à ce que notre service soit un service référent, pilote,
et après former aussi à travers toutes les wilayas. Oui. Et il faut savoir, hein, je ne vous apprends rien, Alger, c'est pas l'Algérie, l'Algérie, c'est pas Alger, mais Le drame est que beaucoup toutes les plus, oui, populations, ailleurs. toutes les familles, qu'elles soient au sud, à l'est, à l'ouest, profitent un peu de la prise en charge, ou bien surtout du diagnostic. Un autre phénomène, professeur, maintenant, puisque les enfants sont en vacances, la première occupation, c'est les écrans, les tablettes, les télévisions. C'est préoccupant aussi, ça. Et oui, ça, il faut en faire une séance aussi parce que c'est important. Aujourd'hui, effectivement, on est en train d'assister à un autre problème de santé publique. Le ministère de la Santé, après donc conscience de ce phénomène terrible, j'allais dire, c'est l'exposition précoce aux écrans des Oui. enfants. Et L'impact est très dangereux. très dangereux. Hein, oui, Pas très d'écran dangereux. avant 3 ans. Non, pas d'écran avant 3 ans, même bien avant 5 ans, 6 ans. Il faut que ça soit gradué. C'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie, la numérisation fait partie de notre vie quotidienne, mais je suis désolé. Donner un portable à un enfant de 2, 3 ans, alors qu'il est dans le berceau, c'est donner un couteau, c'est une arme. Oui. Malheureusement, les parents achètent la paix. Oui. Ils On a achètent du la mal à paix. les occuper, Voilà, alors on a du mal à les occuper. Alors qu'il faut toujours trouver le moyen d'occuper son enfant. Il y a mieux que ça. On lit mieux sur les livres que sur une tablette. Tout à fait. Il faut écrire. Donc, les enfants d'aujourd'hui, ils ont un problème d'élocution, un problème de parole, un problème d'écriture, ce qui peut expliquer un peu quelques phénomènes dyslexiques. Et du coup, il faut revenir un peu à ce qu'on faisait avant. Je ne Oui. dirais pas que c'est interdit, parce qu'on ne pourra plus interdire ça. Oui. Donc, il faut que les parents prennent conscience des conséquences de l'exposition aux écrans, qui sont dramatiques, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan cognitif. Aujourd'hui, on assiste à beaucoup d'enfants, des motifs de consultation très importants, qui sont ceux des troubles de la concentration, des troubles Tout de la à fait. mémoire, des À troubles de l'école, on l'attention. enseigne ça. À Les l'école, établissements scolaires enseignent voilà. ça. L'hyperactivité, c'est aussi lié à ça? Non, Non. l'hyperactivité, c'est autre chose, c'est encore un autre trouble du neurodéveloppement, mais qui peuvent être aussi concomitants et associés. Donc, vous voyez, c'est très lié, ces troubles, du trouble de neurodéveloppement. On peut avoir un autiste avec de l'hyperactivité, des troubles du comportement. Donc, c'est pour ça que le diagnostic doit être fait par un professionnel et Oui. faire la part des choses. Et pour répondre à votre question, on est autiste, on ne le devient pas, et que l'exposition aux écrans n'induit pas, ne donne pas un autisme. Non, D'accord. c'est à peu près quand vous avez un enfant qui est exposé à un écran, Oui. il va développer la même symptomatologie qu'un enfant autiste. Donc c'est un enfant qui parle virtuellement, il parle à un écran, Oui. donc il ne communique pas. Donc quand vous le faites sortir de cet espace numérique et tout, il devient un autiste. Entre Tout à guillemets. fait. Tout à fait. Donc il Oui. ne communique pas, il ne parle pas. Du coup, donc les signes peuvent être assimilés à ceux de l'autisme. Un autre point qui est important, c'est qu'on peut aggraver la situation si votre enfant n'est pas diagnostiqué. Vous avez un enfant qui présente réellement des signes cliniques d'autisme et qu'il n'est pas diagnostiqué. Oui. En plus, vous lui donnez Ah oui. C'est moyen une de- tablette, vous lui donnez. Donc vous allez encore aggraver sa situation clinique. Oui. Voilà un peu. Et en Quels plus, sont les dégâts que vous constatez dans votre service des- par rapport à l'exposition aux écrans? ben oui, déjà vous avez les premiers signes, c'est les signes somatiques, c'est les signes ophtalmologiques, Oui. c'est pour ça que c'est les signes d'obésité. Aussi, ah oui. Ben oui, c'est Oui. les signes des troubles du comportement, parce qu'après il faut faire un sevrage. C'est très difficile de C'est une sevrer un addiction, enfant. oui, C'est c'est une une addiction, addiction. exactement, son produit. On a des enfants qu'on reçoit 10 heures d'exposition, 6 heures, 8 heures minimum. Donc après, quand vous lui enlevez ça, d'abord il y a un échec scolaire, il y a des résultats très médiocres, vous avez des troubles du comportement, vous avez de l'hostilité, vous avez problèmes d'attention, vous avez troubles de la mémoire. Donc tout ça, c'est des problèmes, des troubles somatiques à type d'obésité. Donc vous avez des enfants qui sont exposés des heures et des heures à manger, bien sûr, des Dans choses, l'écran, des oui. cacahuètes, des chips, des trucs, j'en passe. Donc ça crée de l'obésité et ça fait des diabètes. Et ça, donc, il faut agir précocement, il faut savoir réguler. On Oui. n'interdit pas un enfant, mais il faut suivre les âges de l'enfant. Nos parents, enfin les parents aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, achètent la paix. Du coup, ils essayent de satisfaire les besoins
de cet enfant et qui risque par la suite faire boule de neige. Professeur, s'il n'y a pas un manque, surtout d'hospitalisation? Oui, ça c'est le problème de la prise en charge. Hein. Donc, le problème de la prise en charge, on n'a pas encore autant de centres psychopédagogiques qui s'occupent de la prise en charge des autistes. Et c'est pas mieux aussi en Europe. Hein. Le problème, comme je l'ai dit, il est massif. Vous savez, je cite l'exemple de la France, 40% des enfants autistes sont soignés ailleurs. Donc il faut créer ces centres, il faut créer beaucoup de centres avec des professionnels avérés, avertis. Donc ça va venir, moi je garde espoir, dans le sens où il faut surtout assurer le volet formation. Parce que construire des centres, c'est bien, construire des murs, c'est bien, mais c'est encore mieux de former des gens qui vont travailler dans ces structures. Et comme je l'ai dit, l'autisme nécessite une prise en charge multidisciplinaire. C'est un mot, s'il vous plaît, sur la schizophrénie, les personnes bipolaires. Une fois le diagnostic est posé, ces personnes, il n'y a pas un accompagnement. Des fois, on refait l'ordonnance et voilà, non, le patient... il y a quand même des centres de psychiatrie, il y a des psychiatres, il y a beaucoup de centres, hein, je parle de la psychiatrie, même quand vous parlez des troubles bipolaires, vous parlez de la schizophrénie, c'est précoce, c'est juvénile, ça concerne avant tout la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent. Ça commence très tôt? Oui, ben oui, les psychoses, ben oui, ça commence à l'âge de 12-13 ans, même avant parfois, mais elles ne sont pas diagnostiquées. Oui. Donc elles passent inaperçues pendant des années, et quand elles sont diagnostiquées lors des événements, par exemple un échec au bac, lors d'un stress intense, le service militaire. C'est pour ça qu'il faut renforcer la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent, ce qui nous a poussé à créer la première unité d'hospitalisation des adolescents HRF, qui est actuellement une hospitalisation du jour, et Dieu sait combien on diagnostique de troubles bipolaires, de schizophrénie et d'autres pathologies. Donc c'est ça le plus important, c'est qu'il y ait un axe de prévention. Diagnostiquer dans toutes les pathologies mentales. Aujourd'hui, on parle de la plasticité cérébrale. Plus on diagnostique précocement, plus c'est mieux. À titre d'exemple, je fais le comparatif, c'est un peu les fractures de l'enfant avec du cartilage. C'est beaucoup mieux qu'une fracture avec... C'est exactement la même chose. C'est un similaire. Et donc c'est pour ça que nous, on fait de la promotion, de la santé, de la prévention, pour dire la santé mentale aujourd'hui, on parle de phénomène de la drogue aussi, des addictions aux produits. Donc vous voyez, il est temps aujourd'hui que les pouvoirs publics, que nous-mêmes, on doit donner une importance capitale à l'enfant et à l'adolescent. Parce que c'est à partir de là qu'on commence une prise en charge. Un enfant, un adolescent pris en charge précocement, il a toutes ses chances de guérir à l'adulte. L'addiction à la drogue, c'est une maladie? Non. C'est pas une maladie, non, c'est pas une maladie, une addiction, c'est un trouble du comportement. Voilà. Donc c'est une déviation de comportement à consommer, à être exposé aux écrans, on n'est pas malade, hein. C'est des troubles du comportement. Merci beaucoup, professeur. Donc, la formation, elle pourrait jouer un... C'est très important. La formation, il faut former des gens aujourd'hui à l'ère du numérique. Mais on néglige la santé mentale, non? Pour nous, la santé mentale, c'est quelque chose de... Ça reste encore, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tabou. Culturellement, c'est tabou. C'est pas évident pour une famille algérienne, surtout quand je parle des zones reculées, de ramener... c'est la même problématique dans toutes les pathologies, que ce soit autiste, schizophrénie, trouble bipolaire, état dépressif. Il faut qu'ils passent par des talebs, il faut qu'ils passent culturellement. On a cette notion culturelle, il faut l'admettre. Mais c'est à nous aussi de faire ce travail, c'est à vous de lever les mentalités négatives et rester positif et orienter les gens vers la médecine, vers ce qui est censé, vers ce qui est objectif pour que les familles acceptent aussi de prendre en charge leur enfant, leur adolescent. C'est pas facile, hein, même si je le dis comme ça paraît facile, mais au sein du foyer familial, c'est très compliqué. Il faut agir sur les mentalités. Oui, il y a des parents qui ne reviennent pas après le premier diagnostic, non? Ils préfèrent... Oui, c'est lourd, c'est lourd, c'est très lourd. Ça fait, vous voyez, quand je cite toujours les exemples des parents ayant un enfant handicap,
un autiste par exemple, donc la famille le cache pendant des années, par Alors, peur aussi, parce qu'il y a un point très important, vous me faites rappeler, c'est la stigmatisation. C'est le regard négatif de la société sur cet tout enfant. à fait. Donc très souvent on entend genre, bah, j'en ai vu, hein, il faut inviter la femme qui a les deux enfants autistes. Oui, on C'est-à-dire, l'identifie comme ça. elle est authentifiée de la sorte, c'est très stigmatisant. Et ça, c'est pas bon, ni pour les Oui, parents, ni pour l'enfant, ni pour la société. Donc aujourd'hui, il faut changer de lunettes, il faut avoir un regard positif, que ces enfants sont juste différents, ils ont besoin de soins, ils ont besoin d'accompagnement, et ils sont exactement comme les autres. Nous avons pris des enfants, des ados, toutes pathologies confondues, y compris l'autisme, et aujourd'hui, ils sont à l'université, ils sont bien, il ils faut peuvent avoir être cette note autonomes. positive, il suffit juste d'avoir des bons professionnels, de faire un diagnostic et de donner les moyens à sa politique. Très souvent, ça marche très bien. Ben, c'est un très bon message pour les parents. Vous savez qu'est-ce qu'il vous reste, c'est de consulter. Exactement. Merci beaucoup, professeur. C'est moi. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.